tous. Je voudrais déjà commencer par vraiment vous remercier d'être là. Il est 16 heures. Une conférence comme ça, moi à 16 heures, et généralement je suis dehors. Donc déjà sincèrement, merci. Euh, hop. Et du coup, avant de commencer, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si certains d'entre vous sont ici à cause du titre et qui pensent qu'ils vont repartir millionnaires, je suis un peu désolé, mais ça va pas être le cas. Peut-être pour certains, c'est possible, ça prendra un peu de temps. Moi, ça m'a pas rendu plus riche, mais moi, je suis riche de votre présence. Voilà. Donc, encore une fois, merci vraiment d'être là avec moi. Ça vient du fond du cœur. Et du coup, pour honorer tout ça, je vous promets un truc, c'est d'essayer de ne pas vous endormir. Je vais faire mon maximum pour ça. N'hésitez pas à me dire dès la sortie si c'était bien ou pas. Et du coup, pour ne pas vous endormir, je vais devoir vous faire souffrir. Voilà. Je vais vous faire souffrir, je vais me faire souffrir, je vais nous infliger quelque chose, mais je pense que c'est nécessaire. Je vais nous forcer à regarder des choses qui sont vraiment pas faciles à regarder, et également à entendre des choses qui sont pas faciles à entendre. On y va? Ok, donc rebonjour, moi c'est Léo, 35 ans, lillois, depuis peu. Je suis développeur front et consultant chez Octo depuis une petite dizaine d'années. Et ça fait un petit moment maintenant que les questions de performance web m'animent pas mal pour tout un tas de raisons. Et donc ce que je vous propose dans ce talk, c'est d'embarquer avec moi dans une histoire. Donc cette histoire, c'est la sienne. Ça, c'est mon cousin Polo. Et Polo est venu me voir il y a environ 6 mois. Et il m'a dit, écoute-moi Léo, j'ai envie de devenir le numéro 1 de la vente de peluches sur Internet. Je lui ai dit, mais vas-y Polo, fonce, c'est génial. Et du coup, il l'a fait, et Polo m'a rappelé, il m'a dit, il y a un problème, j'ai un problème Léo, mamie n'arrive pas à commander. Alors, avant de parler de mamie, je voulais juste vous dire que voilà, j'annonce aussi la conclusion de mon talk. Je préfère commencer par les conclusions que les introductions. Donc voilà, il n'y aura pas de twist final, il n'y aura pas de plot, mais la conclusion, la voici. Le référencement naturel ou payant de votre site, depuis quelques années maintenant, est également influencé par des métriques UX. Ça ne suffit plus d'avoir simplement des liens. Et du coup, si vous prenez bien soin de ces métriques-là, vos utilisateurs seront contents, votre référencement aussi, et potentiellement, justement, à certaines échelles, ça peut vraiment faire une différence fondamentale. C'est pour ça que je pense qu'en fonction d'où vous en êtes sur déjà votre trafic, vous repartirez plus ou moins avec soit des millions d'euros ou quelques centimes. Voilà. Du coup, je reviens à mon cousin Polo à son histoire, et donc Mamie, en fait, n'arrive pas à commander. Et en fait, Mamie m'a dit, écoute, le site n'arrête pas de trembler. Alors je lui ai dit, écoute Polo, t'es sûr que c'est pas Mamie qui tremble? Et Polo me répond, écoute, je sais pas, que tu peux aller voir, faire quelque chose. Sur le coup, je crois plutôt Polo, mais par acquis de conscience, j'ai quand même été voir. Âme sensible, s'abstenir. Donc j'ai été faire une vidéo, une capture, et ce qu'on va voir maintenant, c'est pas agréable. Donc voici comment charge le site de mon cousin actuellement. Donc là, je sais pas si on peut mettre la vidéo. Ah, pardon. Ça met du temps à charger peut-être. Ah voilà, regardez-moi ça. Là c'est pas trembler, moi, ce que je vois. Là, c'est un tremblement de terre numérique. Les éléments arrivent les uns après les autres. Alors, que me dit mon cousin, à votre avis? Il me dit, attends, c'est pas si grave. Hein. Déjà, mamie avait raison. Première chose qu'on va dire, mamie s'est pas trompée. Le site tremble énormément. Polo me dit, mais c'est pas un problème. Je comprends pas. Je dis, en fait, c'est un problème parce que mamie n'y arrive pas déjà. Et puis, une deuxième raison, c'est que la raison, pardon, c'est Google. En fait, Google, ce tremblement-là, cette instabilité visuelle, depuis 2016 ou 2017, il a décidé de lui donner un nom et de la mesurer. Et donc, il a appelé ça le CLS, le Cumulative Layout Shift. Ou alors le nom est invraisemblablement compliqué, mais pour quelque chose d'assez simple finalement, c'est à quel point la page
tremble lorsqu'elle se charge. Donc il va essayer de mesurer ça, et il va vous dire si vous n'êtes pas dans le vert, je vais venir vous punir en termes de référencement. Ce qui est un petit peu dommage du coup. Alors, ce à quoi s'en est suivi une discussion lunaire avec mon cousin que je vais retranscrire ici. Vous savez, le genre de discussion qu'on peut avoir avec quelqu'un qu'on connaît depuis qu'on est petit comme ça. Donc il commence par me dire, ben, il n'y a aucun problème, puisque c'est comme ça, je vais payer et faire de l'AdWords et je serai en tout en haut des résultats. Effectivement, je rappelle que 90% je crois des revenus de Google viennent de là. Donc je lui fais, c'est très bien Polo, mais t'as encore rien vendu, t'as pas d'argent. Donc il me dit, ah oui, bah, du coup je peux pas. Il me dit, mais c'est pas grave, je serai dans les deuxième, troisième, quatrième résultats de recherche. Ok, Google, après tout, c'est bien des millions de résultats. Je lui dis, Polo, franchement, t'es un peu gonflé. T'as déjà été sur la deuxième page de Google pour aller acheter un produit? Non. L'autre jour, je t'ai vu en plus comment tu faisais. Tu sais quoi? T'as même pas scrollé en bas de la première page. C'est pire que ça. T'as même pas scrollé un tout petit peu quand je t'ai regardé. Tout ce que t'as fait, c'était cliquer uniquement sur un des trois premiers liens. Donc si, tu vois que c'est important. Ce à quoi mon cousin me répond. Non mais, alors, donc, excusez-moi, si vous êtes comme Polo, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. C'est également mon cas, en fait, c'est le cas de la plupart des gens. C'est comme ça que les moteurs de recherche de nos jours sont utilisés. Il fut un temps, on prenait notre temps. Maintenant, on n'a plus le temps, on arrive, on tape quelque chose. Des fois, on lit même pas le titre, paf, c'est automatique. Si vous reconnaissez dans cette description, ne levez pas la main, mais I'm with you. Et donc, on a quand même. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 52% quand même des gens, du trafic qui est absorbé par ces trois premiers liens. Donc là, donc c'est important. Il me répond, donc là, c'est le niveau de mauvaise foi de mon cousin. Il n'y a pas Google dans la vie. Ce à quoi j'ai répondu. Très bien. C'était pas fini. Il me répond, et alors là, voilà. Là, c'est incroyable. Il me dit Google ment. Comment prouve-moi que c'est si important que ça et on verra ce qu'on peut faire pour régler le problème. Alors là, c'est plus sournois quand même, parce que Google a annoncé ça. Comment savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai? Du coup, bah, en fait, voici le graphe qui représente le score donc, de CLS, donc d'instabilité visuelle, calculé par Google, et effectivement les premiers liens en moyenne du résultat de recherche. Et là, Polo voit ça, et comment il réagit à votre avis? Il me dit ah, tu vois, je te l'avais bien dit, piégé. Parce qu'effectivement, on ne voit pas une corrélation hyper forte qui prouve que plus ton score de CLS est bon. Euh, alors, c'est une interprétation possible, moi je vous en donne une deuxième. Tout d'abord, le score de CLS, pardon, donc des 10 premiers résultats de recherche. Si on regarde uniquement ces 3 premiers résultats, qui totalisent plus de la moitié du trafic naturel, on voit que la corrélation est quand même relativement explicite. Deuxièmement, c'est que si on reprend du coup ce graphique, en fait on se rend compte que déjà tous les 10 premiers résultats, dont ceux du bas qui absorbent très peu de trafic, en fait sont déjà quasiment sur un score bon de 0,1. Voici où est mon cousin. Ok. Du coup l'Apollo s'arrête, me dit ok écoute, je te l'accorde. Comment on peut faire pour avoir une page qui charge et qui soit stable visuellement? Alors la première source principale, ça va être, comme on l'a vu, les images. Pourquoi? Moi je suis développeur et pendant des années, voilà ce qui se passe lorsqu'on déclare une image, ça se fait de cette façon-là, c'est assez basique en fait. Et encore le alt, pendant des années on ne le mettait pas. Merci ceux qui bossent pour rendre le monde et l'univers du web plus accessible. Et ce qu'on nous a tous appris, et que beaucoup de gens font encore, en fait, c'est juste de venir dire en CSS, bah voilà, max width 100%. Comme ça, mon image va en fait est framée et ne va pas overflow de son container. Alors, c'est bien, ça fonctionne. Il y a encore des millions de sites qui fonctionnent comme ça. Peut-être le vôtre, on verra à la fin. Et c'est ce qui se passe en fait. Le truc, c'est que lorsque le navigateur découvre votre image, en fait, il n'a aucune idée de la taille finale qu'elle va avoir. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est la télécharger à différents, vu qu'elles ont différentes tailles, tout ça, ça va arriver à différentes vitesses. Et ben le résultat, c'est le site de mon cousin. On arrive avec que des sites que des images qui représentent quand même visuellement la partie la plus importante souvent,
qui du coup viennent tout bousculer. Et bah, avant, c'était peut-être pas un problème, mais désormais, Google vient vous dire si ton site est comme ça, gare à toi, symboliquement. Alors, je sais pas s'il y a des développeurs dans la salle, ou des architectes, essentiellement, je pense, des gens qui codaient peut-être depuis un certain temps. Ça va être la partie la plus technique de mon talk. Donc c'est peut-être la seule là où il va falloir donner encore un tout petit peu d'énergie. Parce que voici le fixe en question. Oui, ouais, je sais. Je vous avais dit qu'il y a des choses, des messages qui vont passer, qui vont faire mal. En fait, est-ce que je suis vraiment en train de dire qu'il y a des millions de sites qui se font pénaliser parce qu'ils n'ont pas pensé à mettre ça sur leurs images? Oui. Alors, pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque le navigateur va découvrir une image décrite comme ça, c'est contre-intuitif et c'est aussi pour ça que le message passe mal. Il ne va pas du tout utiliser ces informations pour setter, comme on pourrait le penser, la width et la height. Ça c'est fait en CSS comme on l'a vu. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement inférer une autre propriété, qui est une vraie propriété CSS pour le coup, que peu de gens connaissent, qui s'appelle aspect ratio. Et du coup, en connaissant la largeur maximum et le ratio, il peut en déduire la hauteur. Au passage, si vous n'êtes pas en mesure de setter explicitement une width et une height, mais que vous connaissez le ratio, et c'est quasiment tout le temps le cas, tout le temps même je pense, je me risquerai pas parce que quelqu'un trouve un contre-exemple, alors on va rester prudent. Et en fait, bah voilà. Et donc du coup, c'est ce qui se passe, et c'est ce qui fait, hop, pardon, c'est ce qui fait du coup que le navigateur alloue de l'espace comme ça, et donc au final, règle le problème. Alors la deuxième source majeure, ça va être tout le contenu qui est chargé dynamiquement. Donc là, c'est différent. Dans un premier cas, on connaît l'image. Là, le contenu arrive un peu plus tard. Donc là, le fixe, en fait, bah, pareil, ça casse pas trois pattes à un canard de la de conf. Bon, pardon. Et du coup, soit vous allouez de l'espace en amont. C'est pas le fixe que je préfère. Moi, j'en connais un plus simple. C'est vraiment simplement, venez placer votre bannière publicitaire en position absolue. C'est un petit peu moins plaisant niveau UI, souvent quand c'est lui qui fait le maquette, il pense pas à faire ça. C'est moins agréable, mais en attendant, c'est plus efficace, aussi bien je trouve sur le point de vue de l'UX que sur le point de vue de ne pas pénaliser son score. Bon, là, on est pas mal, mais si vous mesurez ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes toujours pas à zéro. Il y a encore une dernière source d'instabilité visuelle. Alors ça là, c'est vraiment pour les puristes, mais je vais vous montrer que c'est possible. En fait, ce qui se passe, c'est que les polices de caractère sont rarement présentes localement. Tout le monde, pour des raisons d'identité de marque, préfère aller prendre sa fonte sur Google Fonts, etc., ou des fontes custom. Et du coup, il y a un délai en fait pendant lequel le navigateur doit se poser la question qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'affiche tout de suite le texte que j'ai, ou est-ce que j'attends que la fonte se télécharge? Donc, il y a un trade-off à trouver en fait, parce que donc ce qui se passe très souvent dans la nature, c'est qu'il y a un moment il attend, il se dit là c'est bon, j'affiche la fonte. Et on a cet effet où la police de caractère se fait remplacer par la vraie police. Donc ça une sorte de clignotement un peu qu'on a tous expérimenté, qui est peut-être moins gravissime, mais qui est franchement pas très agréable, surtout quand ça prend du temps. Et puis dans tous les cas, Google vous dit que c'est pas bon, et manifestement Mamie non plus. Donc voici pour la... Pardon, excusez-moi, j'allais pas vous donner la solution. C'était le problème. Ce qu'on va venir faire en fait, c'est qu'on va venir prendre une police locale, et on va venir manipuler des propriétés typographiques de cette façon-là, de manière à en faire en sorte que la police locale et la police finale se ressemblent de plus en plus, quasiment se superposent. Donc ouais, c'est assez technique. On voit assez rarement ça dans la nature, mais si vraiment vous voulez y aller, c'est aussi une possibilité. Et donc voilà, ça va ressembler un peu à ça. Et au final, quand la police finale va arriver, bah, il y aura moins de décalage visuel. Voilà, mais ça c'est vraiment si on veut, si on est perfectionniste et qu'on veut se rapprocher du score parfait. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie-là? La stabilité visuelle désormais se mesure et se chiffre avec cet indicateur mesuré par Google. Votre SEO est impacté, voilà. Et surtout, les fixes sont vraiment très simples. Donc désormais, il n'y a vraiment plus aucune raison de voir des images dans vos équipes qui n'ont pas... Enfin, si vos développeurs et vos développeuses, si vous repérez un problème de CLS qui vous dit «Ah, c'est compliqué», non. Non, non, non. Ok, alors l'histoire aurait pu s'arrêter là. Ça aurait été cool. Mais Polo m'a rappelé, il m'a dit, écoute Léo, il y a un autre problème, Mamie n'arrive toujours pas à commander sur le site cette fois-ci. Elle me dit le site rame. Je ne sais pas si vous avez déjà vu vous un site ramer. Moi je lui réponds c'est impossible. Un site ne peut pas ramer. Rappelle-toi, les jeux vidéo quand on était petit, tu sais, ça c'était chiant. Mais un site internet,
Donc, bah, j'allais m'arrêter là, vraiment. Et le talk aurait pu se finir hein, prématurément. Problème, c'est que bah, j'ai quand même été voir par acquis de conscience. Ok. Et ce que j'ai vu, je ne sais pas si l'enfer existe sur Terre, mais un enfer numérique, oui, et j'y ai été plongé dedans. Ce que vous allez voir, c'est aussi une capsule que j'ai faite. Attention les yeux. Hop. Bah, excusez-moi. Ah si, je suis bête. Je suis fatigué, c'est la chaleur. Attendez. Comment? Ok. Donc regardez bien ce qui va se passer lorsque j'ai cliqué sur le bouton. Donc j'ai dû rajouter un petit tweak pour qu'on voit ce qui se passe. Regardez. Donc là, ah bah non, en fait du coup elle se rejouera pas. Bon, c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que entre le moment où je clique et le moment où le bouton, l'interface réagit, il se passe une demi-seconde. Une demi-seconde. Et c'est pareil quand on clique sur un lien, quand on clique sur une image, quand on clique sur un bouton. Est-ce que vous imaginez l'enfer en termes d'expérience utilisateur quand vous êtes face à un ordinateur qui est censé être milliards de fois plus rapide que vous et qui vous met une demi-seconde sur chaque interaction à chaque fois que vous lui parlez? Moi, ça me met en dissonance cognitive. Et du coup, Google mesure également ça. Et en fait, c'est notre... Ah bah si, voilà. Bon, décidément, j'ai du mal avec la technologie. Hop. Et donc, du coup, en fait, la famille s'agrandit. On avait le CLS, on a une deuxième grandeur qu'il faut désormais connaître. Elle s'appelle l'INP, Interaction to Next Paint, et c'est un indicateur de réactivité visuelle. Et là, ce que Google nous dit, c'est bon, vous avez 200 millisecondes au maximum pour qu'il se passe quelque chose, parce qu'au-delà de ça, en fait, pour un être humain, ça devient perceptible. Et donc, c'est dérangeant. Alors là, cette mesure, elle a un truc un peu particulier que n'a pas l'autre. Un petit paradoxe, c'est qu'en fait, déjà, de base, 95% des sites, ils n'ont pas trop de problèmes. Donc, ouais, a priori, c'est de grandes chances que le vôtre n'en ait pas. Le problème, c'est que 95% des gens ne vous pardonneront pas s'ils envoient. Ça, c'est des mesures et des stats qu'on a, effectivement. Parce qu'on peut pardonner à un site d'être un peu lent. Bon, on comprend qu'on télécharge des choses. On peut pardonner à un site de se charger de manière un petit peu désordonnée. Mais un site qui ne réagit pas lorsque vous lui parlez, c'est un site qui bug, en fait. Et surtout sur vos primos arrivants, si c'est la première expérience que vous leur offrez, ils vont repartir en courant et vous les reverrez jamais. Et ceux-là, ils sont perdus généralement pour un bon moment. Donc là, la stratégie, moi j'ai du SEO payant, mais si vous n'avez pas ça sous contrôle, vous êtes potentiellement en train de payer pour pas grand-chose. Donc c'est hyper important. Alors du coup, euh, Paulo me dit, franchement, je comprends pas, mais ça marche très bien sur mon tel. Sur mon tel. Moi, en tant que développeur, quand j'entends ça, voilà ce que j'entends. Ça marche super bien sur mon iPhone 16 flambant neuf, 8 Go avec un processeur A18 connecté en 5G. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Du coup, petite expérience de pensée. Je ne sais pas si vous connaissez ces tâches qu'on montre des fois aux enfants là, euh, dans les trucs de psychologie. Bon, on va faire un peu pareil. Si je vous demande ici, que voyez-vous? Je vous laisse quelques instants. Moi, je vois un cercle. Donc si vous voyez autre chose qu'un cercle, on peut en parler après le talk. Euh, c'est un cercle. Euh, Plus compliqué. Que voyez-vous? En fait, quand j'ai répété ce talk la première fois, c'était en janvier. Ma mère, à ce moment-là, elle voyait une galette d'Aroa, par exemple. Ouais. Certains voient un Pac-Man. Vous savez ce que je vois, moi, quand je vois ça? Moi, je vois ça. Et c'est vrai, en plus. À droite, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui ont un iPhone super top. À gauche, c'est tous les autres. Le truc, c'est qu'ils sont plus de 2 milliards. Et ça, on ne le sait pas en fait. On est tellement biaisé souvent dans nos réalités, on ne se rend pas compte que ce qu'on voit en démo, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est très différente. Donc Paul me dit, ouais, mais t'es gentil, mais tu veux que je fasse comment pour savoir vraie question. En fait, quand on est face à cette situation, on n'a pas le choix. Il faut faire ça. On fait des stats. Donc ça implique deux choses. La première, il va falloir aller avoir des mesures. Et la deuxième, il va falloir faire un choix. Dans le cas de Google,
le choix qu'ils ont pris, c'est de prendre ce qu'on appelle P75. Donc la mesure qu'ils vont vous montrer représente ce que expérimentent 75% des gens qui vous rendent visite. Parce qu'en fait, vu que tout le monde a des smartphones différents, cette mesure est fondamentalement et intrinsèquement liée aux conditions réelles d'utilisation, on pourrait dire, de votre site internet. Bon, donc alors faire ça, ça se porte un nom un peu bizarre, ça s'appelle faire du RUM, du Real User Monitoring. Mais là, il y a une question qu'il faut se poser, c'est parce que du coup, comment on peut faire pour avoir ces mesures en fait? Alors surtout si vous n'êtes pas équipé et que vous l'apprenez. Certains dans la salle le savent peut-être déjà, ils le font depuis très longtemps, mais il y a plein de gens en fait, qui ignorent ça. Bah en fait, du coup, petite expérience. Levez la main dans la salle si vous avez un compte Gmail que vous utilisez lorsque vous vous connectez. Levez bien haut la main, soyez fiers d'être utilisateur de Google. Moi je le suis en tout cas, je le suis vraiment pour le coup. Quasiment tout le monde. Ok, non, laissez la main en l'air, c'est important pour ce qui va suivre. Très bien. Hop. Gardez la main en l'air si lorsque vous avez créé votre compte, vous avez lu l'intégralité des conditions d'utilisation. Dommage. Parce que dedans, justement, c'est là où c'est marqué que vous autorisez Google en fait, à enregistrer à peu près tout ce qu'ils veulent pour les besoins qu'ils ont. Et en fait, du coup, bah, on est tous en permanence, dès qu'on visite un site, en train de mesurer nos conditions réelles d'utilisation. Et on envoie tous tout ça à Google chez eux. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette information, elle est publique. Dans quelque chose qu'on appelle le CRUX, le Chrome User Experience Report. Et du coup, vous avez la possibilité d'aller, dès aujourd'hui, si vous le souhaitez, ou dans les jours prochains, à aller demander à Google, OK, où j'en suis sur mes métriques de performance, montre-moi ce que les utilisateurs voient, même si vous n'avez pas mis en place un setup à base de Sentry ou autre en fait. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, la question, que s'est-il passé? Comment mon cousin a été capable de transformer un site fonctionnel en un site qui bug et qui ressemble plus à rien? Ben, tout partait d'une bonne intention. Hein. Comprendre ses utilisateurs, faire preuve d'empathie avec eux, enfin ça c'était la théorie. Moi c'est ce que je croyais. Quand je suis revenu, voilà à quoi ça ressemblait. Il avait rajouté des dizaines de scripts de tracking complètement de manière inconséquente, en pensant que ça n'aurait pas de conséquences. Un manque de peau, ça en a eu. Alors on va regarder quel est le fixe. Schématiquement, donc, le code avant ressemblait à ça, show spinner, send request. Et ensuite, avec les analytics, bah, ça ressemble à ça. Voilà. À chaque fois dans sa page, il vient manuellement appeler cette fonction-là. Et cette fonction-là, actuellement, pour P75% des gens, ça représente 400 millisecondes. Et donc, c'est perceptible. Donc, chaque interaction sur le site, en fait, a un délai de réactivité, quoi. Donc, c'est extrêmement pénible. Voilà en fait ce qui se passe. Je dis la même chose, mais différemment. Entre le moment où il y a un clic, vous avez cette longue task qui prend trop de temps. Alors le cas problématique, c'est quand les choses sont faites de cette façon-là. Quand vous faites d'abord l'analytics, bah, vous êtes bloqué, vous n'avez même pas la réactivité visuelle. Vous pouvez vous en sortir en trichant un peu, en mettant les analytics à un autre endroit, mais si c'est trop long, vous êtes quand même bloqué et vous aurez aussi d'autres problèmes si les gens cliquent beaucoup. Et tout ça, en fait, vient du fait que bah, malheureusement, JavaScript, comme on sait, est mono-threadé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que stricto sensu, en JS, on ne peut pas faire deux choses en parallèle. C'est littéralement impossible, en tout cas dans les API exposées aux développeurs. Effectivement, il y a certaines libres crypto, Node.js typiquement, qui en fait en réalité est multithread les opérations, mais pour le développeur moyen, généralement il ne le sait pas, et puis de toute façon ça ne va pas l'aider en fait. Du coup, ben, on est un peu coincé. On a des choses qui ressemblent à ça. Et ce qu'on a envie de faire, c'est ça. C'est en fait, ben vas-y, prends toutes mes tâches longues là, qui pénalisent, je vais les mettre ailleurs, on ne sait pas trop où. Mais ça, c'est impossible. En programmation, le code doit être colocalisé. Donc il ne reste qu'une seule solution. Lorsque vous ne pouvez pas faire de choses et que vous avez quelque chose qui prend 400 millisecondes et vous ne devez pas bloquer le thread plus de 200 millisecondes, bah, la seule solution, c'est de faire ça. C'est en fait, dès que vous tombez sur quelque chose qui va être coûteux pour le device, en se souvenant, je le rappelle, que pour votre iPhone, quand vous avez testé, il y a rarement des choses qui sont coûteuses. Mais la plupart des gens
Et je sais que c'est peut-être pas le cas dans cette salle, mais les gens de la vraie vie qui utilisent vos produits, qui rentrent dans votre univers, et qui essayent de rentrer en fait d'une certaine façon en contact avec vous, souvent ils n'ont pas ça. Et là je parle même pas du marché mondial. Si on commence à voir le problème sous l'angle de je veux parler à la terre entière, ce que je viens de dire, c'est d'autant plus vrai. Je connais des sites où certains utilisateurs ramènent du business en provenance de Singapour avec des temps d'attente de 8 secondes par exemple, vous voyez, parce qu'on ne pense pas à eux. Et donc du coup on va faire ça. Alors comment on va le faire? Attention, deuxième moment technique du talk et après je promets que c'est terminé. Là aussi, vous allez voir que le fixe est hyper compliqué. Voilà. On va venir wrapper dans un timer tous ces trucs-là, mais on va l'écrire localement pour garder en fait le contexte environnant et encore avoir accès à l'objet qui est en train de se faire traquer. C'est tout. D'ailleurs, c'est même pire que ça. On peut même faire ça. On peut dire fais ça dans 0 secondes, ce qui est un peu bizarre la première fois qu'on le voit, mais ça va être traduit simplement en OK, je tombe dessus, je le ferai plus tard. Et quand les choses importantes comme update l'UI sont traitées, il va regarder la to-do list et il va dire bah ça en fait je peux le faire tout de suite, j'ai pas à attendre. C'est aussi simple que ça. Réactivité visuelle takeaway. Alors la réactivité visuelle se mesure avec cette nouvelle mesure qui est l'interaction to next paint. Votre SEO est impacté par l'UX de vos sites et les fixes sont franchement très simples. Bon, bah écoutez, takeaway, parce qu'il paraît que c'est une best practice, mais je pense que vous avez tellement de takeaway aujourd'hui que je ne vais vous donner aucun takeaway. Par contre, je vais faire mieux. Je vais vous offrir un take action. Ok? Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à aller vraiment sur le crux, si vous n'avez pas ces indicateurs-là déjà sous contrôle, ne serait-ce que pour voir où vous vous situez, parce que la donnée existe. Si vous avez des visiteurs, mais aucun outil de tracking, allez-y. Et là, vous allez très vite voir ce qui se passe. Si vous n'êtes pas dans le vert sur l'INP et sur le CLS, allez voir vos développeurs, dites-leur franchement, c'est inacceptable. On fixe tout ça très prochainement. Bon, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Polo m'a rappelé une dernière fois et il m'a dit, Léo, et là je fais écoute Polo, tu laisses Mamie tranquille, maintenant ça suffit. Et il me dit, cette fois c'est pas Mamie, je te jure. Là c'est moi. J'ai voulu changer des trucs sur le site, j'ai fait des updates, et là il n'y a plus rien qui marche. La page est blanche pendant super longtemps. Je comprends plus rien et j'ai plongé parce qu'il était remonté. J'étais remonté haut et il commençait à avoir beaucoup de bises et en fait il m'a dit aide-moi, je suis dans la 2e page. Je fais ah c'est dommage. Et du coup, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a 3 métriques en réalité. Ça forme une famille. Moi j'appelle ça la famille des 3 sœurs de la performance web. On appelle ça aussi alors c'est les signaux vitaux du web en français. Bon, souvent on dit les Core Web Vitals. C'est Google qui a sorti ça du coup avec c'est un peu cette même image le nom est sûrement inspiré, vous savez, des signaux vitaux du corps humain. Puisque, alors ça je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, en fait on a compris avec le temps que juste en regardant pression artérielle, température, etc., donc avec seulement quelques points de mesure, on est capable de faire un diagnostic très rapidement de l'état de santé d'un corps. Et donc c'est un peu la même chose ici. Il y a plein de mesures de performance, c'est pour ça que ça fait peur aux gens, il y en a vraiment plein. Mais en réalité, si vous avez juste la stabilité visuelle, la réactivité et la dernière sous contrôle, dont j'ai pas eu le temps de parler, vous serez dans le vert. Alors pourquoi j'en ai pas parlé, en fait? Donc ce qu'il faut retenir, c'est la formule du haut. La raison qui fait que j'en ai pas parlé, c'est que souvent les 2 autres sont oubliés. Et pourtant, dans la formule finale, vous allez avoir besoin... les 3 comptent dans le score. Alors oui, la toute dernière, c'est celle qui a le poids le plus élevé, mais c'est la plus capricieuse. Déjà parce qu'elle va essayer de mesurer la vitesse à laquelle votre site charge, et donc là, vous avez plus que jamais besoin de RUM. Parce que là, votre iPhone en 5G, il y a certains sites, le fait d'être en 4G, c'est terminé. Vous n'avez plus du tout la même expérience. Okay, et ça, vous ne vous en rendez pas forcément compte. C'est aussi la plus difficile à fixer. C'est-à-dire que là, faire un talk pour expliquer comment fixer le LCP, ça va mobiliser l'intégralité du temps qui m'était disponible, donc j'ai fait le choix de la laisser, plutôt que de parler super vite. Faut aussi savoir qu'elle a changé de nom plusieurs fois. Au début, on essayait d'estimer ça avec le TTFB.
Après, ça a été donc, time to first byte. Après, ça a été le first contentful paint. Il y a eu le speed index. Il y a eu le first meaningful paint. Et en fait, Google, la seule chose qui l'intéresse, c'est non plus la vitesse réelle, au sens ingénieur, mais c'est la perception de la vitesse. Parce que c'est l'UX, en fait. Et la raison, je ne vous l'ai pas dit, qu'ils font ça, c'est qu'ils sont arrivés sur un marché où ils ont juste besoin d'être le navigateur dominant. Vous êtes d'accord? Parce que plus ils ont de gens, mathématiquement, quand on voit que tout leur revenu, c'est de l'AdWords, bah, plus ils vont être contents. Du coup, ils ont gagné un peu la guerre déjà en étant novateurs sur leur UX hyper épuré comparé au truc de l'époque. Lycos, vous vous souvenez, Lycos, va chercher, enfin les trucs comme ça pour les anciens. Bon, ils ont gagné cette guerre-là, mais maintenant, leur seule façon de se démarquer, c'est d'être sûr que les sites qu'ils offrent aux gens, dans les premiers résultats de recherche, soient les meilleurs, en fait. Mais littéralement les meilleurs au sens UX, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Du coup, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, désormais, pour propulser en haut les sites qui vont avoir une bonne UX. Donc, plus que jamais, l'UX, c'est pas seulement un délire de hipster, c'est vraiment quelque chose qui va... Ah, pardon, c'est pas gentil de dire ça. qui va devenir super importante. Et donc, du coup, c'est la fin de mon talk. Et il y aura manifestement une suite, puisqu'il faut quand même parler du LCP. Peut-être l'année prochaine. Mais si vous ne voulez pas attendre et que vous savez d'ores et déjà que vous avez peut-être des problèmes de LCP ou que vous voulez juste savoir ce que c'est, je suis disponible jusqu'à 20h pour en parler. Merci beaucoup.